Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, mort de l'ancien président Hissène Habré, il n'aurait pas contracté la Covid-19 en prison selon le ministre de la Justice. Habré devait être placé sous surveillance électronique dès la fin de son hospitalisation. Il était considéré comme un des leurs. Les Wakamois pleurent un distingué voisin. Réaction et témoignages des voisins de Hissène Habré à Wakam à suivre dans cette édition. Dans l'actualité également, l'alerte de l'UNACOIS. Les commerçants dénoncent une hausse soudaine et inacceptable des denrées alimentaires. Plus de détails dans ce journal. Et puis notre reportage du jour nous mène à Lumbalkao dans le Jolof. Malgré la rareté des pluies, les agriculteurs sont optimistes. Les semis sont prometteurs, vous le verrez. En sport, Afrobasket 2021, les Lions entrent en lice ce mercredi. Match qui s'annonce âpre, mais le Sénégal aura les arguments pour s'imposer contre l'Ouganda. Plus de détails dans la page des sports. Hissène Habré n'aurait pas contracté la Covid-19 en prison. L'ancien président tchadien a été emporté, vous le savez, par la maladie. Le défunt a purgé une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Et selon le garde des Sceaux, Habré devait être placé sous surveillance électronique dès la fin de son hospitalisation. Voici Malik Sall. Nous avions depuis presque 6 mois lancé la procédure de mise en place du bracelet électronique. La procédure est arrivée à son terme. Techniquement, juridiquement, tout est prêt. Et les institutions étaient prêtes. C'était que Habré, il le demande. D'autant plus qu'effectivement, il en avait fait la demande. Parce que, vous savez, le bracelet électronique, comme on l'a toujours dit, il faut que le détenu fasse la demande. Habré était d'accord pour que on lui applique effectivement le bracelet électronique pour qu'il puisse purger le reste de sa peine au milieu de sa famille chez lui. C'est ce qui a été décidé, c'est ce qu'il avait demandé et c'est ce qui avait été accepté. Donc le reste, ce que l'administration, c'est pour vous dire que nous, gouvernement et le chef de l'État, nous avions déjà anticipé tout cela. Parce que là, il faut préparer les textes. On ne peut pas imposer quelque chose comme ça. Les textes étaient prêts, mais ce que Dieu a décidé, personne ne peut aller à l'encontre. Mais la décision était que, vous savez encore une fois, je vous le dis, c'est pas grave. Très bien. Habré a eu quelques faiblesses au niveau de sa cellule. Sa famille a de façon expresse demandé à ce qu'il ait la permission d'être transféré dans une clinique privée haut de gamme. Au regard du dossier, l'administration pénitentiaire était réticente parce qu'elle était convaincue qu'il y avait plus de sécurité sanitaire dans sa cellule que dans les cliniques privées. Mais vu la situation, on a accepté qu'effectivement, à la demande expresse de sa femme, qu'on l'évacue dans une clinique privée. Et que dans cette clinique privée-là, effectivement, qu'il a attrapé ce qui est, c'est là où son destin a été lié. Voilà la vérité, voilà ce qui s'est passé. Selon l'administration pénitentiaire, aucun cas de coronavirus n'a été enregistré à l'intérieur des établissements pénitentiaires de Dakar depuis le début de la pandémie. L'administration pénitentiaire assure que les tests effectués sur le personnel de la maison d'arrêt et de correction du Cap Manuel où était détenu le président Habré sont revenus positifs. Wakam pleure un distingué voisin. Nos équipes ont recueilli quelques témoignages des habitants de ce village où a longtemps résidé celui qui était surnommé le guerrier du désert. Pour les Wakamois, Habré était un des leurs. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Ici, tous les Africains sont des frères. Il a commis des erreurs certes dans le passé, mais moi je dis paix à son âme, que Dieu ait pitié de son âme. C'était quelqu'un avec qui on peut même dire qu'on partageait une même famille, une seule et unique famille. Parce qu'on est des voisins, on n'a pas de sens interdit, chez lui et vice-versa aussi. Moi, je suis l'ami d'un de ses petits-fils.
Mais je dirais même pas ami, je dirais que c'est mon frère. Et on a fréquenté l'école ensemble et tout, mais vraiment, moi je dirais zéro faute quoi. Je lui souhaitais de terminer ses journées auprès de sa famille, vraiment, parce que c'est ce dont il a œuvré ici. Il a œuvré que pour la paix. Nous, à Ouakam, on l'a accueilli comme un de nos parents africains qui était en difficulté, qui dirigeait un grand pays. Mais nous lui souhaitons le paradis, l'éternel repos. Mais à Ouakam, vraiment, on est très attristés parce que c'est un homme qui a fait pour la communauté. Je peux en témoigner, mes amis peuvent en témoigner, parce qu'il a aidé beaucoup de Ouakamois qui étaient dans le désarroi, qui avaient des problèmes de santé. Quand il aidait même les gens, personne ne savait que c'était lui. Et le conseiller juridique de Human Rights Watch se dit attristé par la disparition de l'ancien président tchadien. Toutefois, Hissène Habré restera pour l'histoire un dictateur impitoyable selon Reed Brody. Il est interrogé par Chérif Dia. On ne peut qu'être attristé par la mort de Hissène Habré comme par la mort de toute personne et nous voulons que la paix soit avec lui et avec sa famille. Ce n'est pas un jour heureux ni pour moi ni pour les victimes, mais l'histoire, il faut dire, retiendra que Hissène Habré a été un dictateur impitoyable qui a massacré, qui était condamné pour des milliers de morts, pour torture systématique, pour avoir envoyé des femmes comme esclaves sexuelles, qu'il a organisé des vagues d'épuration ethnique dans le sud du Tchad en 1984, le Septembre Noir, contre les Adjaraï, contre les Ahawa, et il a vidé le trésor du Tchad avant de partir pour le Sénégal. C'est un jour qui nous fait penser aux victimes, à ces femmes violées, à ces hommes torturés et qui se battent toujours pour l'indemnisation dont elles ont le droit. Et c'est l'Union africaine, le Tchad et aussi évidemment les avoirs d'Hissène Habré qui devaient servir d'indemnisation pour ces héros d'Afrique qui ont livré une bataille pendant 20 ans pour que Hissène Habré soit jugé. Hissène Habré est décédé donc à l'âge de 79 ans. Il est arrivé au pouvoir au Tchad en 1982 avant d'être renversé par le défunt président Idriss Déby. Son portrait politico-judiciaire avec Mamadou Fall. Né le 13 août 1942 à Fayel-Arjo, Hissène Habré est un homme d'État tchadien. Membre du peuple Toubou du clan Anakaza, il est devenu président de la République du Tchad en 1982 à la suite d'un coup d'État qui renverse Goukoumi Ouédé. Hissène Habré est resté plus de 8 ans à la tête de la République tchadienne. Il prend le pouvoir en étant chef des armées du Nord, FAN. Il supprime aussitôt le poste de Premier ministre et exécute plusieurs opposants politiques. Après, transforme les FAN en armée régulière. Il a grandi dans le désert du Djourap, au milieu des bergers nomades. Hissène a occupé le poste de sous-préfet de Moussouro par le biais du président Tombalwey après l'indépendance du Tchad. Il s'attelle ensuite à des études de droit et fréquente l'Institut d'études politiques. Son éducation politique est axée sur les œuvres de Frantz Fanon, Che Guevara et Raymond Aron. Hissène Habré est soupçonné d'être responsable de la mort de presque 40 000 personnes en janvier 1982. Après le renversement du régime Habré, plusieurs fosses communes ont été découvertes à 25 km de la capitale. Certaines fosses contenaient jusqu'à 150 squelettes des détenus exécutés par la tristement célèbre police politique. Le rapport de la commission d'enquête comptabilise quelques 80 000 orphelins produits par la terreur du régime Habré. En juillet 2006, le Sénégal est mandaté par l'Union européenne pour le juger pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture. Son procès qui s'ouvre à Dakar en 2015 est la première utilisation de la compétence universelle sur le continent africain. Il est condamné à la prison à perpétuité. Merci beaucoup Mamadou et voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire. Venons-en à la situation épidémiologique du jour. La Covid-19 a fait 17 morts ce lundi et 71 nouvelles contaminations.
À propos de la vaccination, retenez que près d'1 500 000 personnes sont vaccinées au Sénégal dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La révélation est du directeur de la santé publique à l'occasion de la 71e comité régional de l'OMS, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, que nous écoutons. Nous saluons les efforts consentis par l'Union africaine et l'initiative COVAX dans le cadre de la vaccination. Cela dit, nous sommes convaincus que la production locale doit être encouragée dans les plus grands pôles de notre région pour que le continent ne soit plus victime d'injustice et d'iniquité dans l'acquisition et la distribution des vaccins. Le Sénégal a vacciné à ce jour 1 147 503 personnes. Dans cette optique, le Sénégal travaille activement avec l'appui de ses partenaires à la réalisation d'un projet de production de vaccins contre la COVID-19 par l'Institut Pasteur de Dakar d'ici le début de l'année 2022. Je rappelle aussi que les pays, à travers l'Institut Pasteur de Dakar toujours, a produit des tests de diagnostic rapide Diatropix pour accélérer les mesures diagnostiques. Dans la perspective de relance post-Covid et d'une plus grande résilience de notre système, le Sénégal a élaboré un plan d'investissement sectoriel 2020-2024 de 574 milliards 91 millions 18 191 francs pour renforcer les équipements, infrastructures et ressources humaines. Je vous remercie. Marie-Khemesse Ngom Ndiaye qui s'exprimait à l'occasion du 71e comité régional de l'OMS. Déconfinement du Kankourang, certains Mbourois n'y sont pas favorables. Ils évoquent l'ampleur de la 3e vague de coronavirus. D'autres, en revanche, approuvent l'idée. C'est un reportage de Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Ils sont nombreux ces Mbourois qui attendent ces moments de festivités de vacances. Le préfet du département a autorisé l'organisation du Kankourang. Je suis en phase avec le préfet. Le Kankourang, c'est une culture mbouroise et les Mandingues jouent un rôle important dans cette localité. Il faut juste demander aux gens de respecter les mesures barrières afin de faire la fête sans pour autant propager la maladie. Ce vendeur de lunettes abonde dans le même sens. Kéba estime que son commerce marche grâce au Kankourang. En tant que et ces activités entraînent la vente de nos produits. Cette décision du préfet n'est pas du goût de tous les Mbourois. Patessar pense qu'avec cette 3e vague, la santé reste une priorité. On devait attendre jusqu'à l'année prochaine pour organiser ces activités culturelles. Vous savez, cette maladie a paralysé l'Europe, Sali, entre autres. Donc, je pense que la santé vaut mieux que tout. Car si on n'a pas la santé, on n'a pas le temps de faire des festivités. Si on n'a pas la santé, on n'a pas le temps aussi de faire autre chose. Donc on devrait se concentrer sur notre santé. Il faut rappeler que l'année dernière, à cause de la Covid, la collectivité mandingue n'a pas organisé ses activités culturelles. Merci beaucoup Abdourahmane. L'autre grand titre de cette édition, c'est la hausse des prix des denrées alimentaires. En ce qui concerne le sucre, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal renseigne que la pénurie serait provoquée par le ministère du Commerce. Les commerçants ont fait face à la presse aujourd'hui. Compte rendu Fat Bintou Conté et Amadou Ba. La pénurie de sucre constatée ces derniers jours est faite à dessein. Selon l'Union nationale des commerçants du Sénégal, ce manque est provoqué par le ministère du Commerce de façon volontaire. Ce procès qui est fait à tort aux commerçants, disant que ce sont eux qui sont à l'origine des ruptures de stock et notamment sur le sucre, est un procès qui est fait à tort aux commerçants. La responsabilité incombe au ministère du Commerce. Nous le disons sans embâche. Dans un marché et dans un État, l'autorité qui a en charge la réglementation, le suivi, la gouvernance et le bon fonctionnement du marché, dans tous les États normaux, c'est le ministère du Commerce. Donc s'il y a une défaillance ou un déficit dans le fonctionnement d'un marché, de notre marché, quelle que soit sa nature et ses causes, la responsabilité première
incombe au ministère du Commerce. En sus, une hausse des prix des denrées alimentaires essentielles est aussi remarquée. La faute face à cette situation incombe au ministre en charge du Commerce qui, selon les commerçants, a rompu la chaîne de concertation. La crise sanitaire a installé tous les pays du monde dans une situation de difficulté extrême. Donc notre pays ne pouvait pas faire une exception. Et c'est dans ce contexte de crise que nous estimons qu'il était plus que jamais opportun et nécessaire de raffermir le dialogue et la concertation entre le ministère du Commerce, plus particulièrement parce qu'il s'agit de commerce, et les acteurs que nous sommes pour accompagner le bon approvisionnement du marché. Si ce dialogue et cette concertation n'ont pas eu lieu, c'est parce que quelqu'un y a eu intérêt. Et c'est la question que nous nous posons. Ainsi, l'UNACOIS, pour trouver une solution à cette situation, émet des recommandations. Nous estimons que cette pénurie ne devrait pas persister parce que le Sénégal a les moyens d'approvisionner son marché et que nous demandons au chef de l'État de procéder dans les meilleurs délais à un arbitrage effectif de la situation entre l'UNACOIS et le ministère du Commerce pour que le marché retrouve son fonctionnement normal et notamment sur la question de l'approvisionnement des denrées de première nécessité et plus spécifiquement sur le sucre. Depuis quelque temps, le panier de la ménagère a connu une hausse, une augmentation des prix qui a fini par installer un malaise auprès des populations déjà éprouvées par les effets néfastes de la pandémie. Merci Fat Bintou. Parlons agriculture. À Lumbalkao, les semis sont prometteurs. Les agriculteurs restent optimistes malgré la rareté des pluies. Dans le Djolof, plusieurs variétés sont cultivées. C'est un reportage de Mamadou Moustapha Ndiaye et Omar Ka. Nous sommes au cœur de l'hivernage dans le département de Linguère. Les semis sont vraiment prometteurs au champ de Lumbalkao. Même si la pluie a accusé un retard de presque 21 jours, les agriculteurs sont optimistes. Pour nous qui avons semé avant la période de Tabaski, nous avons espoir. L'arachide se porte bien, le haricot aussi. Pour les autres qui ont semé après nous, la tâche est beaucoup plus difficile parce que jusqu'à présent, ils ont des travaux à faire. Mais pour nous, tout se passe bien. Nous avons espoir. Nous avons espoir, les récoltes se portent bien. Juste que les pluies tardent parfois, mais tout se passe très bien. Actuellement, les graines commencent même à se former. Après 2 passages à la machine, là nous enlevons les herbes à la main. Mais il nous faudra un 3e passage pour être au top. Au Djolof, les paysans cultivent plusieurs variétés, mais ils éprouvent d'énormes difficultés par rapport aux semences, à l'engrais, à l'écoulement de leurs produits. Ainsi lancent-ils un cri de cœur pour bénéficier de l'aide de l'État. Cultiver sous le chaud soleil avec nos difficultés, ce n'est pas facile parfois. Nous ne mangeons pas bien, nous n'avons pas de mil parce que si on cultive le mil, les oiseaux vont tout manger. Après la récolte, parfois avec nos besoins au quotidien, nous vendons à perte. Les paysans ont besoin d'aide. Nous avons besoin de semences et d'engrais, mais rien. Nous lançons un appel à l'État pour qu'il nous appuie dans ce sens. Nous sommes des jeunes et à chaque hivernage, nous cultivons. Actuellement, le département de Linguère a enregistré plus de 200 mm de pluie au grand bonheur des agriculteurs qui continuent de prier pour une bonne pluviométrie pour des récoltes prometteuses. Merci Moustapha. En politique, point de presse des leaders du CRD et de la coalition Jotna, une coalition en vue des élections municipales et départementales. Les leaders de ces 2 entités plaident pour une force commune de l'opposition. Ils tendent la main aux autres membres pour une victoire face au régime en place. Compte rendu Aminata Mbaresso et Younous Diatta. Ils décident de s'unir pour une forte coalition de l'opposition en vue des élections municipales et départementales. La meilleure stratégie procède, en effet, de la construction d'une large coalition de grands rassemblements, sans exclusion,
dans laquelle chacun peut trouver sa place pour contribuer à la victoire. Surtout qu'il s'agit d'élections locales au regard de la nature de ce scrutin, le tout dans le respect de la dignité de chaque parti politique, de chaque organisation. Ce nouveau pôle rassemble des leaders du Congrès de résistance démocratique et des membres de la coalition Jotna. Et pour une opposition forte, il propose cette formule. Nous restons et demeurons convaincus que pour y arriver, il faut parvenir à maîtriser nos égos, refréner nos ambitions parfois démesurées, contrôler nos émotions en ce qu'elles peuvent se révéler source d'erreurs fatales de jugement. Il est indispensable, au-delà des intérêts personnels et petitement politiciens, de nous recentrer sur l'intérêt supérieur de notre cher pays, le Sénégal. D'autres questions de l'actualité ont été abordées au cours de ce point de presse. Elles sont relatives, entre autres, à la gestion des inondations par l'actuel gouvernement du Sénégal, mais également relatives à la pandémie Covid-19. Les alliances politiques, meilleure stratégie pour exister sur l'échiquier électoral, selon l'analyste politique Pape Amadou Fall. Il est presque illusoire que de croire qu'un parti politique peut gagner seul des élections au Sénégal. C'est un sujet réalisé par Pape Faraning et Amadou Ba. Le tollé autour de la nouvelle coalition est tout à fait normal. En politique, il n'y a que des intérêts et aucun parti au Sénégal ne peut gagner seul une élection. La mise en place de ces coalitions, c'est dans l'air du temps. Parce que depuis pratiquement une vingtaine d'années, voire plus même, aller à une élection dans notre pays seul, c'est quasiment un suicide. Les meilleures réussites se sont faites autour d'un candidat accompagné par des partis et des mouvements. C'est cela la norme aujourd'hui au Sénégal. Autour de cette démarche stratégique que les différents partis vont pouvoir se retrouver. Mais est-ce que cette alliance ira jusqu'au bout également? La question mérite d'être posée. Si certains parlent de coalition contre nature, l'analyste politique, lui, n'est pas de cet avis. C'est un discours puéril que de parler de cette façon. Et vous le constatez, depuis en tout cas ces dernières années, le débat n'est plus idéologique, il est opportuniste. Le débat n'est plus idéologique, le débat est devenu opportuniste. On est ensemble parce que nous pensons que nous pouvons impacter auprès de l'électorat, prendre le maximum de voix pour être peut-être dans le meilleur des champs. La nouvelle coalition PDS-PASTEF Taxawu Sénégal et PUR n'est pas bien accueillie par certains partis de l'opposition qui estiment que cela va diviser cette entité au bénéfice du pouvoir en place. Merci Pafara. Dans l'actualité sportive, Afrobasket 2021, les Lions entrent en lice ce mercredi face à l'Ouganda. Un adversaire sérieux et coriace, mais les Lions auront les arguments pour s'imposer selon le journaliste spécialiste du basket Mor Mambassine Nian, interrogé par nos envoyés spéciaux. On peut s'attendre à un match difficile parce qu'on va jouer contre l'Ouganda qui est une équipe très physique, très agressive. C'est la deuxième meilleure attaque de ces éliminatoires. Deuxième meilleur pourcentage au nombre de tirs à 3 points. Donc, on a un adversaire sérieux. Mais le Sénégal a des arguments à faire prévaloir dans cette rencontre. Si aujourd'hui le Sénégal a terminé premier des éliminatoires dans le groupe B devant l'Angola, Mozambique et le Kenya, ça veut dire qu'on a le niveau. On a des joueurs capables de faire la différence dans ce genre de match. Et ce sera des retrouvailles entre les deux équipes. Parce qu'en 2015, le Sénégal avait battu l'Ouganda en 8e de finale, et largement même. L'Ouganda dispute sa 3e phase finale d'Afrobasket. Et nous, on dispute notre 29e édition sur 30. Donc l'écart est énorme. L'Ouganda ne s'est pas qualifié comme ça. L'Ouganda a éliminé le Maroc, qui était classé 4e en 2017. Donc c'est une bonne équipe qui progresse.
Sénégal-Ouganda, donc demain, mercredi. La couverture de l'événement est loin d'être simple pour les journalistes. Des tests PCR sont exigés toutes les 48 heures. Une épreuve pour les délégations. Nous retrouverons le reportage de Mam Fatou Ndoye dans nos prochaines éditions. Sport, toujours au Sénégal, des sportifs invités initiés au métier de sérigraphie et infographie. C'est l'initiative de And Sourkheli Commune HLM, un programme qui aide les sportifs dans leur reconversion après leur carrière. Voyons tout cela avec Cheikh Sadibou Diarra et Amadouba. Des perspectives s'offrent aux pensionnaires de HLM Basket Club. 25 d'entre eux vont bénéficier d'une formation dans 4 différentes branches de métier. Une façon de lutter contre leur désœuvrement dans le futur. Nous savons tous qu'à l'heure actuelle, le sport ne nourrit pas son homme. Et nos jeunes frères et jeunes sœurs qui sont aujourd'hui parmi nous sont appelés tôt ou tard à gérer leur propre famille et à subvenir à leurs propres besoins. Là, avec cette formation, il y a un problème d'employabilité qui se résout. Parce qu'en faisant le basket, leur passion, certains vont à l'école, mais d'autres n'ont plus d'activité. Et tôt ou tard, ils sont appelés à subvenir à leurs propres besoins et à gérer leur propre famille. Donc nous leur offrons par cette formation un moyen demain de trouver du travail plus facilement. Les bénéficiaires, des filles et des garçons, vont subir une formation accélérée de 14 jours. Ça va durer 2 semaines. Une formation en sérigraphie, infographie, management, marketing digital. Bon, je pense que je ne vais pas parler au nom des experts, mais nous savons tous que notre jeunesse aujourd'hui, qui est connectée au reste du monde par les réseaux sociaux, a déjà un pied dedans. On va juste leur apporter plus de professionnalisme. HLM Basket Club appelle à la rigueur pour la réussite de l'initiative. Aider mes pensionnaires à se former dans d'autres métiers, c'est quelque chose d'exceptionnel. Nous verrons à la bonne tenue de la formation pour qu'à la fin de la session, les pensionnaires puissent exercer. Le club de basket des HLM de Dakar ne va pas être seul bénéficiaire de cette initiative communale. Le football et d'autres secteurs d'activité vont suivre. Merci Cheikh. Et beach soccer, pas de carton plein pour les Lions de la plage. Le Sénégal dans le groupe C de la Coupe du Monde Russie 2021. Les Lions ont perdu face à l'Oman sur le score de 3-1. Premier de son groupe, le Sénégal va rencontrer le Brésil ce jeudi 26 août à 12h, un adversaire d'un autre calibre. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec vous, Pape Abdoulaye Der. C'est dans un instant. Il reçoit